Bon, il y avait beaucoup de monde pour évoquer les problèmes, et puis au fur et à mesure des tours, il y avait de moins en moins de monde. Mais parmi les problèmes identifiés ou les situations problèmes... Donc là, on est sur le thème, on rappelle juste le thème. On est sur le thème agriculture-environnement. Parmi les situations problèmes identifiées, il y avait la séparation ville-campagne qui était posée dans la question, et plus profondément la méconnaissance réciproque des acteurs de ces territoires. Et le fait qu'il y ait peu d'instances de travail en commun, de partage, de choses comme ça. Un autre ensemble de problèmes qu'on a évoqué, c'est la question de la maîtrise foncière et de l'étalement urbain, de la préservation et de la protection des surfaces agricoles. Et donc vous comprenez assez logiquement les deux pistes d'action concrètes que nous avons été amenés à formuler. La première qui est l'idée d'une coopérative de services interterritoriaux, c'est-à-dire créer des structures de coopération entre territoires urbains, périurbains, rural, pour matérialiser l'interdépendance de ces territoires dans leur capacité de production propre et réciproque, et d'avoir des partages. C'est-à-dire, il y a des productions propres du monde rural, productions agricoles par exemple, qui vont vers la ville et vers le milieu rural, et inversement, il y a des productions industrielles ou de services qu'on trouve en ville et pas dans les espaces ruraux, dont on pourrait... voilà. Donc l'idée, c'est de créer des coopératives qui permettent de fédérer les acteurs sur des formes d'échanges variés. On a fait quelques propositions là, des formations, des événements pour favoriser l'interconnaissance, croiser les flux de production, travailler sur des projets partagés à l'échelle de territoires élargis, ou encore s'adonner collectivement à des exercices de prospective territoriale. Oui, l'idée étant de subvertir cette représentation clivée, spontanée entre l'urbain et le rural, mais en les obligeant à penser de façon plus globale. Est-ce que le micro marche là, le micro Oui, marche. oui. Donc instaurer cette solidarité-là, ça peut être alors on a parlé de voies vertes aussi à grande échelle, sortir de la piste cyclable qui serait circonscrite uniquement dans la ville et qui pourrait dépasser aussi certaines frontières naturelles, des ruisseaux, des autoroutes, des ponts. Enfin, donc franchir ces barrières-là, partager l'espace, partager les loisirs, et investir ces parties prenantes dans quelque chose qui soit, des projets qui soient coélaborés et qui insufflent cette solidarité-là, qui ne se décrète pas de fait, qui se met en acte. Donc par des formes un peu innovantes juridiquement, de partenariat public-privé. Voilà. Donc l'idée première, c'était de rompre le clivage urbain-rural dans les représentations, dans les pratiques, dans les projets, éviter ce cloisonnement-là et imposer cette solidarité. Voilà, c'était un premier vecteur. Donc c'est très imaginatif et crédible alors, c'est ça en fait que vous nous dites. Oui, tout à fait. Crédible, oui. Ça demande juste un peu de volonté politique. D'accord. Il peut y avoir des événements festifs, culturels, événementiels, des formes de formation. Bon, après, on est parti un peu dans certains délires sur vie à la campagne ou à la ville, échanger des formes d'habitat. Enfin bon, on peut tout imaginer, mais l'idée c'est créer du lien et de façon vraiment crédible sur des projets, avec le projet finalement qui arrive à convaincre et à enrôler un maximum de personnes. Voilà. Donc la coopérative, et puis après il y avait toute la problématique foncière. Alors le premier aspect c'était aussi pour dépasser les conflits d'usage, et puis la deuxième c'était vraiment le partage du foncier, éviter la spéculation, éviter l'étalement urbain tempestif sans en même temps mettre sous cloche et contraindre, notamment certaines villes moyennes ou intermédiaires qui pourraient avoir des velléités d'expansion. Donc une vision en même temps protectrice mais pas trop figée, et vendre dans une densification urbaine qui ne soit pas austère, qui fasse envie, qui soit appétante, qui soit attractive, qui soit humaine et durable, avec du coup peut-être à grande échelle des écoquartiers, des quartiers mais encore à plus grande échelle, où on partage des coûts, on partage une sociabilité, et on rebâtit la ville sur la ville, mais de façon appétante. D'accord. Mais alors là, vous êtes autant sur l'urbanisme que sur l'agriculture et l'environnement, qui étaient thèmes quand même... Dès lors qu'on touche au foncier, oui.
Et là, on touche à l'environnement. Quand on parle d'étalement urbain, c'est pour préserver les surfaces agricoles. Donc, au début, on était parti de l'idée on fige les surfaces agricoles telles qu'elles sont et on les patrimonialise d'une certaine manière. On nous a fait voir que c'était peut-être un peu trop. Ah, oui. Donc là, on est allé effectivement plutôt sur des questions de règlement d'urbanisme, c'est-à-dire prescrire la densification dans les documents de planification et l'imposer effectivement, mais en proposant une densification qui soit pas de reconstruire les tours de Shanghai, mais de promouvoir des formes d'habitat alternatifs, partagés, écologiques, etc., qui puissent donner envie, ce qui impose d'avoir aussi un travail de sensibilisation important pour déconstruire les représentations et les aspirations au pavillon individuel avec son petit jardinet et ses 2 voitures. Ça n'existe pas, ça. Entendu. Il y a des questions dans la salle sur ces 2 solutions concrètes au problème d'environnement et d'agriculture? Oui, ça sous-entend aussi sur la première solution réaliste qu'il y ait un partage d'ingénierie, c'est-à-dire qu'il y a aussi là-dedans de l'ingénierie qui est partagée, qui permet à des territoires qui en sont dépourvus d'avoir cette ressource sur place. Voilà, d'où la notion de formation et d'interconnaissance. Moi, je suis très content parce que j'ai plein de points communs avec le groupe d'avant, notamment le fait qu'on a complètement dévié du sujet, comme les autres. Donc c'est plutôt rassurant. Alors, donc nous, c'était numérique et économie. Et en fait, au niveau des problèmes, on est surtout parti sur le numérique. Le numérique en tant que tel et tous les problèmes associés, qui sont finalement des prérequis à toutes les solutions qu'on pourrait imaginer derrière. Finalement, les 2 groupes suivants qui ont travaillé sur les solutions se sont regroupés. Se sont groupés intellectuellement, on va dire. Une première solution qui a été trouvée sur un groupement de commandes pour de la fourniture de services numériques communs, que par exemple des collectivités pourraient acheter, comme ça se fait sur acheter vos places de ciné en gros. Là, l'idée, ça serait d'acheter de la bande passante en gros pour le revendre aux collectivités, ou en tout cas que plusieurs collectivités, comme il se passe pour les particuliers pour le gaz, se mettent ensemble pour acheter des services numériques, du débit, etc. Et une idée qui avait été mise juste par le groupe d'avant, qui fait le lien avec la suivante, c'est également sur des data centers, notamment dans le lien pour le coup urbain-rural, c'est-à-dire qu'il faut une masse critique de données suffisante pour pouvoir les héberger sur un territoire. Et le groupe numéro 2 disait pourquoi pas que les milieux ruraux se mettent en lien avec les villes et les métropoles, de manière à atteindre cette masse critique pour que le service de data center milieu rural soit valable. Et la deuxième solution, c'est un petit peu en lien avec également le groupe d'avant finalement, donc on est assez cohérent sur notre imaginaire de la société, ou en tout cas comment on la voit, c'est ce qu'on appelait l'économie de partage. Et derrière, finalement, c'était partir du constat que le numérique, c'est autant rassembleur que clivant, et il y a des personnes qui sont en dehors du numérique. Quand on voit toutes les formalités administratives aujourd'hui qui se font que sur le numérique, Pôle emploi, le RSA, etc., tout se fait sur le numérique. Et pourtant, on est sur des franges de la population qui ou n'ont pas les moyens d'avoir l'infrastructure, l'ordinateur, le scanner, etc., ou alors pas la connaissance. Et à l'inverse, on a de l'autre côté des personnes ou des structures qui ont et la connaissance et l'infrastructure, mais qui ne s'en servent pas tout le temps. C'est ce qu'on parlait du taille-haie où on a besoin 3 fois par jour, ou de l'autopartage. Sur le numérique, le scanner, on n'en a pas besoin tous les jours. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre à disposition dans une économie de partage, l'histoire de se rendre service entre voisins ou entre personnes d'un même village, avec peut-être la mairie comme lieu centralisateur, finalement le lieu d'interface, entre ceux qui ont les connaissances et l'outil et ceux qui en ont besoin. Voilà. Merci. Il y a des questions sur développement économique et numérique et les problèmes que c'est censé résoudre. Alors ces deux propositions, Le problème sur la fracture sociale en fait, c'est-à-dire que le numérique, c'est où on est dedans ou on est en dehors, mais si on n'a pas la connaissance ou pas l'usage, on est vraiment en dehors. D'accord. Voilà, y compris de la société actuelle où beaucoup de choses sont obligatoirement faites sur le numérique. D'accord. Donc c'est un gros problème que vous avez résolu. Formation, acculturation dans les problèmes de formation, de la culture numérique, à quoi ça sert, comment est-ce que je l'utilise et vers qui je me tourne après. Donc on a aussi mutualisé les solutions concrètes qu'on a pu apporter donc, à la problématique transport et mobilité. Donc moi j'ai travaillé plutôt sur la problématique du télétravail, donc plutôt la non-mobilité finalement. En fait, l'objectif, c'était de comment on résout les gens qui font la navette tous les jours entre leur lieu d'habitation et leur lieu de travail, qui peut être assez éloigné. Donc, comment on réduit aussi l'emprise de la voiture sur des territoires ruraux ou urbains. Donc, ce qu'on a imaginé, c'était de créer des lieux de télétravail plutôt du style tiers-lieu, Fab Lab, dans des friches, comme ça peut se faire aujourd'hui dans certaines villes,
Donc le financement serait assuré à la fois par les entreprises qui bénéficieraient de ce dispositif et en même temps de leur donner des compensations financières, pourquoi pas avec des exonérations de charges sociales par exemple, sur un employé qui télétravaille, une exonération de charges sociales par exemple, et également un financement par les universités pour créer des partenariats. Donc en fait l'objectif, ça serait il y a plusieurs objectifs, ça serait d'en faire des lieux de production où il y a à la fois donc les employés des entreprises et également des étudiants, des chercheurs, ce qui créerait un lieu un espace de coworking où il y aurait un petit peu un mélange de pratiques, ce qui peut être aussi un atout pour l'entreprise et pour les universités. Voilà, donc avec des équipes de recherche en résidence, donc une réciprocité avec le monde du travail. Et le but, ça serait de revitaliser justement les centres-bourgs en milieu rural. Voilà pour ce qui est de la solution télétravail. Très bien. Oui, l'idée c'était de ne pas créer des structures nouvelles et dans des lieux en consommant du foncier, mais en réhabilitant des lieux existants déjà dans les cœurs de ville, sur des lieux inutilisés, et pour remettre du flux en centre-ville, remettre de la vie, et par une logique vertueuse, remettre aussi de l'économie des petits commerces dans les cœurs de ville. Donc vous avez compris que les deux groupes se sont rejoints. Et la deuxième question qu'on a eu à traiter, c'était la manière de concilier le souhait, le vœu parfois pieux du désenclavement, de l'accès à des territoires isolés, ou en tout cas faiblement équipés en termes d'infrastructures de transport, et le risque de l'étalement urbain, l'un étant le paradoxe de l'autre. Et donc l'enjeu qui nous a été donné à regarder, c'est effectivement éviter de vider les bourgs-centres ou les communes un peu plus importantes en créant des infrastructures de communication nouvelles et en favorisant le départ de populations vers des petits villages. Alors l'exemple typique, c'est la 75. Alors je ne sais pas s'il y a véritablement, si c'est très scientifique ce qu'on a évoqué, mais en tout cas, c'est essayer d'éviter ce paradoxe et concilier les deux. Donc alors on est parti sur des solutions diverses, la création de... Alors favoriser d'abord l'interface entre le moment, les premiers kilomètres du déplacement individuel et la mise en route d'un transport plus collectif, d'un parcours plus collectif, avec des outils points relais, parking, enfin des choses qui existent déjà, qui sont probablement à développer et voire même à imposer en termes de politique publique de transport et de déplacement sur des territoires plus larges. Ça va avec de la réserve foncière pour construire ces outils qui n'existent pas dans certains endroits. Et éviter évidemment, un peu comme on l'a dit tout à l'heure pour les infrastructures en cœur de ville, de construire ces outils en race campagne pour favoriser aussi l'interopérabilité entre la personne qui a fini son boulot mais qui va prendre sa voiture parce qu'elle l'a garée le matin sur le parking le parking, mais en cœur de ville pour pouvoir éventuellement en profiter pour acheter sa baguette, faire du shopping et revenir après à la maison. Ça passe aussi probablement par des PLU ou en tout cas des documents d'urbanisme plus coercitifs ou des politiques, l'un n'étant pas opposé à l'autre, incitatives ou très incitatives. Et on a aussi évoqué, alors partant d'une idée qui était un peu farfelue au départ mais qui a été plutôt maturée, l'idée de restructurer des infrastructures déjà existantes pour spécialiser des voies notamment, réserver des axes. Alors ça a pu apparemment se faire, ou ça se fait déjà sur la ville de Grenoble, réserver des axes avec des hauts niveaux de service pour que le citoyen dans sa voiture, quand il voit passer un bus équipé en Wi-Fi avec des gens qui lui passent devant le nez tous les matins, soit plutôt incité à court terme à laisser sa bagnole dans le garage et à prendre un bus ou un vélo électrique. Ou alors après, on a évoqué dans d'autres groupes les futurs outils de mobilité sans chauffeur. Là, alors je ne sais plus comment ils s'appellent, les voitures autonomes. Là, oui, enfin les véhicules autonomes, ce n'est pas forcément des voitures. Voilà. Donc on est passé, on a fait du chaud et du froid. On est passé du rêve au plus concret. Ok, merci.
C'est bien parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont déjà en pratique en fait dans certaines grandes villes. On est déjà en train de. Donc là, dans l'autre groupe, là, alors tu es plutôt sur les problèmes là qui se posaient. Alors très rapidement, hein, ce qui a été sur les problèmes des relations métropole, enfin entre les territoires, pour faire plus simple. Ce qui a été vu en premier, c'était comment on lutte contre l'étalement urbain. La consommation du foncier. Ils étaient partis sur la consommation des terres agricoles et puis on s'est dit que non, il n'y avait pas que ça. Quelle gouvernance mettre en place pour recréer des relations interterritoriales entre les territoires. Les problèmes de banalisation des paysages qui passent aussi sur la redynamisation des espaces périphériques ou des espaces ruraux. Et puis l'abandon des centres-villes, centres-bourgs. Ce qui a été dit, c'est qu'on retrouvait les mêmes problèmes à différentes échelles, c'est-à-dire que les centres-bourgs ruraux se vidaient, se dépeuplaient, ce qui était aussi vrai pour les centres-villes, y compris des métropoles. Donc comment on fait pour lutter contre ça ? Alors, nous, globalement, on avait les mêmes points. Il y a eu des choses aussi, mais peut-être qu'on va le voir après, sur les problématiques de carence en ingénierie. En fait, je pense que c'est un petit peu pareil pour votre groupe. On n'a pas tellement été sur le lien ville-campagne, si j'ose dire, mais plutôt sur les problématiques d'urbanisme vues depuis la campagne. Pas tellement sur les liens. La thématique s'y prêtait quand même peut-être moins pour les transports, par exemple. Et puis, non, quand même, juste pour mémoire, parce que ça apparaîtra pas dans la photo, je ne sais pas s'il y en a une. Enfin bref, on avait des collègues... C'est celle-là Oui, c'est ça. On avait des collègues, un collègue marocain et un collègue camerounais, qui eux ont traité la question de leur point de vue, et on est pour le coup, peut-être juste une mention quand même, dans des problématiques assez différentes, dans la mesure où ils sont dans des logiques où il y a de très très gros besoins de logement, et donc les villes périphériques en fait servent de réservoir foncier pour des très très grosses opérations, sans forcément que, entre guillemets, l'intendance suive toujours en matière de services et d'infrastructures. Donc c'était des problématiques un petit peu différentes de ce qui se pose. Voilà. Et quand même, juste un point pour dire que peut-être que des fois on se regarde trop le nombril, mais eux, l'absence de documents de planification, quoi qu'on puisse dire nous sur nos documents de planification, quand il n'y en a pas, c'est pas terrible non plus. Hein, donc. Merci. Donc on va passer aux solutions. Je crois que nous on en a dans le groupe, il y en avait 3. Ça c'était les solutions intermédiaires. Voilà, ce sur quoi on est arrivé. Alors pour ceux qui étaient présents, hein, n'hésitez pas à me couper, à compléter. Donc dans les solutions, on a beaucoup tourné autour du projet de territoire. Dans la solution à mettre en place, c'est comment construire un projet de territoire cohérent. Et ce qui s'est ressorti, c'est qu'il fallait un projet de territoire avec une forte volonté politique et un travail pédagogique d'appropriation par la population. Et aussi, on a parlé de sensibilisation des élus à ce projet de territoire, faire en sorte que tout le monde s'approprie ce projet de territoire pour que tout le monde aille dans le même sens en même temps et au même moment. Et donc après, les 2 points suivants se rejoignent. Alors nous, c'était les 3 groupes qui se sont succédés étaient très franco-français, donc voire auvergnat. Donc on est resté sur des problématiques qu'on connaissait bien. On peut faire les deux, hein, on peut être français. Oui, mais non, on est resté très sur Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire. Voilà. Donc après, les deux solutions se rejoignent, c'est-à-dire on tourne autour de ce qui est mutuel. On sait qu'il y a de l'ingénierie sur les territoires, que ce soit dans les métropoles, y compris dans les grandes villes avec des pôles universitaires, choses comme ça. Il y en a aussi, il y a des gens qui travaillent dans les milieux ruraux et qui ont aussi un savoir et une certaine forme d'ingénierie. Donc il faut arriver à mutualiser tout ça, mutualiser les services aussi. Donc on a cité l'exemple de la maison de l'habitat sur le territoire de Vichy-Valalier. Pour accompagner la population, les élus, mais aussi la population de l'idée jusqu'à
jusqu'à la concrétisation du projet, population et puis partenaires privés, investisseurs et autres, pour garder cette même cohérence tout le temps sur ce qui a été décidé et développer sur tous les territoires une offre d'ingénierie prospective, pluridisciplinaire, pour pouvoir mettre en cohérence tous les outils de planification qui existent et pouvoir se servir des bons outils au bon moment. Voilà. La rénovation des bourgs-centres, il y avait une proposition qui était, alors une qui était un petit peu provocante, c'était de faire sauter Bercy, en gros de libérer les contraintes sur la fiscalité et de laisser le soin aux acteurs particuliers de saisir les opportunités foncières, etc. Voilà. Bon. Il y avait à l'inverse de ce qu'a pu aussi être dit tout à l'heure, l'idée d'assouplir un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire que les contraintes, par exemple, typiquement sur liées aux architectes des bâtiments de France font que la moindre rénovation dans un petit patelin coûte les yeux de la tête, beaucoup plus cher que ça n'aurait coûté dans une métropole, ce qui est quand même des fois un handicap. Et il y avait une proposition intéressante aussi mettre en place des observatoires collaboratifs avec les habitants qui permettent de repérer, d'anticiper sur les opportunités, les évolutions. Et aussi une idée qui était peut-être, entre guillemets, traitons le problème à la racine. Si on s'occupe plus de la rénovation de l'habitat dans les centres-villes, peut-être qu'il y a moins de gens qui seront tentés d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Et sur les carences en ingénierie, alors là, on s'est lâché parce que là, c'est plus dans le faisable. Il y avait la mutualisation, mais qui pouvait peut-être se faire aussi à l'échelle des départements, suivant la technicité des ingénieries, mais aussi de fluidifier les mobilités professionnelles entre fonctions publiques, entre corps. Mais là, on avait dit que c'était faisable. Effectivement. C'est comme faire sauter Bercy, on avait dit non. Hein. Voilà, il y avait sauter Bercy et puis fusionner les fonctions publiques, mais là, on s'est laissé aller. C'était trop fou, quoi. Non, mais c'est bien. On peut y arriver, hein, mais bon. Juste ce que je voulais rajouter, qui a été dit aussi alors dans les solutions, qui n'a pas été retenu, on en a reparlé, mais je ne l'ai pas renoté, c'est faire en sorte que, pourquoi pas, sur un système de bonus-malus et tout ça, faire en sorte que le chef, enfin le centre-ville, la ville-centre ou le bourg-centre, mais la ville-centre de la métropole, ne supporte pas à elle seule tous les services et faire en sorte qu'il y ait une espèce de... Alors, ils ont parlé de bonus-malus, mais une péréquation pour que, effectivement, les usagers qui viennent tous les jours travailler dans la ville et utilisent les services de la ville participent aussi aux frais, que ce ne soit pas aux seuls habitants de la ville-centre. Voilà. Comment ? Voilà, c'est ça, qui soit. Voilà. Oui, mais pas de façon complètement aboutie, donc voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des compléments à ce dernier point sur urbanisme ? Non, mais moi, sur une des dias, sur le partage de l'ingénierie, je crois qu'il y a vraiment des choses, ça rejoint les interventions du début de l'après-midi sur les pactes ou les contrats métropole, territoires ruraux. Je pense que là-dessus, il y a, je ne connais pas l'exemple, hein, mais je pense qu'il y a innové là-dessus sur des cadres d'ingénieurs de la métropole qui peuvent... moi, à la limite, je préfère ça à de l'argent, quoi. C'est-à-dire que je préfère que la métropole ait réservé 10 jours service par an d'un ingénieur, je sais pas quoi, urbaniste, paysagiste, économiste, des ponts et chaussées, qui interviennent dans la petite collectivité qui n'a pas les moyens ou qui va payer 10 fois plus cher un cabinet. Et je m'amusais à faire l'autre jour l'addition du coût des cabinets de l'externalisation de l'ingénierie publique pour la communauté de communes dans laquelle je travaille, c'est énorme. C'est-à-dire que je pense que là-dessus, il y a peut-être des choses à imaginer qui pourraient nous être... alors je me situe du côté, vous avez bien compris, du monde rural, mais qui pourraient nous être largement cédées ou compensées par les métropoles, même très éloignées. Je vous donne tout de suite l'exemple que vous cherchez, parce que je l'ai en tête, c'est la métropole de Strasbourg, qui a proposé dans son pacte État-métropole le dispositif récipro-cité, récipro-cité, et qui met ses ingénieurs à la disposition des territoires ruraux hors de métropole. Mais il y a des ruraux qui n'en veulent pas.
comme le président de Nouvelle Ruralité, Patrice Joly, qui disait à Valence il n'y a pas très longtemps que les ingénieurs des métropoles ont une vision qui est métropolitaine, et que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ingénierie territoriale qui regarde des territoires ruraux vers ailleurs, quoi. C'est pas aussi simple que ça, que c'est pas aussi simple de détacher un ingénieur basé à la métropole qui verra toujours les choses d'un point de vue et pas de l'autre. Juste pour compléter ce qui avait été dit, nous, c'est que effectivement, ça permettait surtout de garder ces cohérences d'aménagement, quoi, et faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens. Oui, par rapport à cette... Enfin, je rebondis rapidement, étant dans une métropole et chargé de la coopération, et qui plus est, ayant travaillé sur les questions de pôle métropolitain et étant au réseau des pôles métropolitains, on voit quand même clairement, dans le meilleur des mondes, et tout à l'heure on travaillait sur les solutions idéales, pourquoi pas, sauf qu'il y a quand même toujours cette logique ou cette perception du monstre métropolitain qui va manger les petits territoires, et donc à un moment donné, si les pôles métropolitains sont appuyés sur des établissements publics de SCOT, sur des agences d'urbanisme ou sur d'autres structures tierces pour monter les pôles métropolitains, c'est aussi qu'on a besoin dans cette ingénierie d'une forme de neutralité. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... Enfin, on a certainement un tropisme métropolitain quand on est rattaché à une métropole, et puis on a aussi des consignes de notre employeur de travailler à l'intérêt de la métropole, peut-être plus qu'à l'intérêt d'autres territoires, en tout cas de bien vérifier l'équilibre entre les deux. Et du coup, c'est forcément très mal vécu par les territoires avec lesquels on travaille. Donc quand on a une tierce personne qui fait ce lien, nous ça peut être l'agence d'urbanisme par exemple sur un certain nombre de sujets, l'université sur d'autres, ça crée beaucoup plus de liens et de facilité à monter des projets avec les territoires. Une question peut-être de Stéphanie, on va revenir à la question. Non, mais c'était juste une petite remarque, c'est que là vous parliez des charges de centralité, du coup comment elles pouvaient être rémunérées. Nous, dans notre atelier, on a parlé aussi des urbains qui venaient consommer du sentier de randonnée et qui dépensaient pas un centime sur les territoires ruraux. Comme quoi on parle toujours d'un endroit. Et c'est vrai que moi j'étais sur l'atelier 3 ce matin sur l'histoire des cartes, et on voit bien d'où on parle et comment on construit une carte, c'est-à-dire que de parler des salaires qui partent dans les territoires ruraux, on ne parle pas non plus des salaires qui sont dépensés, enfin, je veux dire, du budget des ménages des territoires ruraux qui sont dépensés sur le territoire métropolitain et qui, du coup, bénéficient beaucoup aussi de transferts d'argent. Et voilà, c'était juste une petite remarque. Question de point de vue, alors. Voilà, c'est ça. exactement. Oui, non, mais je complète le propos de Josquin sur le fait, effectivement, que l'expertise en matière de développement dans le milieu urbain et dans les milieux ruraux sont, de notre point de vue, nous, centres de ressources et les métiers pratiques du développement local, rural, pas les mêmes. Et effectivement, appréhender les problématiques, les spécificités de l'espace rural ou périurbain, ça fait partie d'une expertise. Grand danger, enfin en tout cas, attention, vigilance effectivement sur le fait de mobiliser une expertise urbaine sur voilà. Et nous aujourd'hui, on va plutôt travailler avec des urbains pour effectivement les sensibiliser, les affûter. Et effectivement, une des grandes questions qui se pose aujourd'hui avec l'élargissement de la maille intercommunale, c'est de voir alors c'était au programme de la journée les interco XXL, donc dans lesquels effectivement se mêlent des problématiques et des enjeux urbains et des problématiques et des enjeux ruraux. Et donc du coup, il y a un gros travail d'acculturation des urbains aux problématiques rurales et sûrement vice-versa. Problématique de maturité, dans la coopération. Mais sur cette histoire d'acculturation, moi, il me semble qu'il pourrait y avoir des leviers pas forcément très compliqués à mettre en œuvre, mais à travers ce qu'on appelle maintenant la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire comment imaginer des cadres qui permettraient de faire des ateliers au titre de la formation continue avec l'implication de l'université, ou sur des projets particuliers, on rassemble des ingénieurs des villes, des ingénieries des villes et des ingénieries des champs qui se côtoient pendant un certain nombre de jours sur des choses concrètes en étant en même temps hors enjeu. Ils ne sont pas en service, ils n'ont pas laissé leur uniforme à l'entrée. Et ce n'est pas forcément des choses très très compliquées à organiser. Le CNFPT aurait à l'évidence un rôle à jouer là-dedans, sauf qu'une bonne partie de l'ingénierie, aussi notamment en zone rurale, ne relève pas de la fonction publique territoriale. Donc ça veut dire qu'il faut inventer les cadres, quoi. Bon, on fait déjà ça, mais on va pas. Voilà. Je voudrais pas durer trop long. Il y a Pierre Julien qui m'a rappelé là d'en haut.
le maître des horloges. Peut-être Jacques, et puis il y avait encore une remarque. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. En fait, ils étaient vraiment partis dans les deux sens, c'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment le projet de territoire cohérent, donc en prenant toutes ces facettes, y compris rurale et urbaine, et faire en sorte que l'ingénierie rurale et urbaine travaillent ensemble. Non, mais juste là-dessus, on va pas, parce que sinon on va pas boire l'apéro, mais moi j'aimerais bien qu'on vienne de créer par exemple un pôle intermodal à Mende, par exemple. Moi j'aurais bien aimé que pendant 3 mois, 6 mois, il y ait un ingénieur études, je sais pas quoi, là, béton, enfin tout ce qu'il faut pour faire, qui viennent de Montpellier. Voilà, enfin, c'est pas forcément que les métiers du développement territorial, du développement local, de la prospective, etc. C'est aussi du très concret. Là, on est en train de créer une rocade de contournement de la ville. Ben voilà, tout simplement, on a des cabinets qui coûtent 250 000 euros, 800 euros de la journée, qui viennent. Voilà. Peut-être qu'on pourrait ça là-dessus, sur certains métiers qui, à mon avis, sont pas forcément. Enfin, après, je suis pas spécialiste, hein, mais qui sont pas forcément dédiés que sur de l'urbain. Enfin, quand on est urbaniste, je pense qu'on doit pouvoir. Et puis, ça pose la question du recrutement aussi de ces personnels. C'est-à-dire que là, on raisonne au tenté, mais je pense que si ça s'inscrit dans la durée, on peut aussi imaginer que les métropoles en lien avec un contrat, comme vous le venez de l'indiquer, puissent recruter des agents de l'ingénierie dédiés aux deux cadres, ou à des cadres mixtes. Enfin voilà, je ne sais pas.